Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. En manchette aujourd'hui, un financement majeur pour le futur centre d'amitié autochtone de Lanaudière. L'Assomption rend hommage à Carl Tremblay avec l'inauguration d'une nouvelle place publique. Et le Carrefour familial des Moulins inaugure sa nouvelle maison pour les familles de la région. Bonjour à tous, ici Naila Houd. Bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Tout d'abord, le futur centre d'amitié autochtone de Lanaudière franchit une étape majeure. Le projet de 27 millions de dollars prévu à Saint-Charles-Borromée en 2027 reçoit un financement public de 22 millions de dollars. Le bâtiment regroupera notamment l'hébergement de transition, un CPE, une clinique de proximité et des espaces communautaires pour les personnes autochtones de la région. On va pouvoir écouter le topo. On parle de réconciliation, on parle d'un lieu qui va permettre aux Premières Nations de se rassembler à tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue culturel. Et le Centre d'amitié autochtone actuel s'est agrandi à plusieurs reprises de l'intérieur. Donc, je pense qu'après 15 ans de rêves et de projets, on arrive enfin à une réalisation. Donc, le gouvernement du Québec est très fier d'avoir appuyé ce projet. C'est 13,5 millions de dollars du gouvernement du Québec. On vient investir dans ce beau projet Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, un total de 27 millions de dollars. Justement, vous l'avez dit, de nombreux services, oui, en sécurisation culturelle, mais aussi en matière de santé, en matière culturelle, en matière de la petite enfance, puis aussi de la jeunesse. Donc, je pense que c'est très intéressant, à titre de ministre responsable de la jeunesse, de voir qu'il y a un volet jeunesse au Centre d'amitié autochtone pour améliorer et renforcer le leadership de nos jeunes. Donc, je pense que c'est multifactoriel, multiservice. On le sait également, c'est un carrefour. Et Joliette, on le disait précédemment, a toujours été un carrefour pour les différents peuples autochtones. Et justement, ça va permettre à différentes communautés autochtones de venir et de se rencontrer et d'échanger. Donc, ça va vraiment être un centre où il va y avoir plusieurs services dans plusieurs secteurs. 60 des membres des Premières Nations qui habitent en milieu urbain, donc qui n'habitent plus en communauté. Donc, il y a quand même un grand besoin de services pour ces gens-là qui, maintenant, sont plus près de nous. Donc, Joliette et la circonscription de Joliette sont très, très fiers d'accueillir, de garder, en fait, le Centre d'amitié autochtone qui était déjà chez nous depuis un bon moment. Oui, mais je pense qu'au début, il y avait une réflexion sur comment qu'on puisse mieux répondre à les enjeux émergents, puis pouvoir être dans un espace qui était plus d'un espace qui était plus en lien avec comment on voulait être. Ces consultations ont débuté avant mon arrivée au Centre d'amitié, qui était menée avec l'ancienne directrice générale, France Robertson, et avec le firme d'architectes et l'organisme Abio. Après réflexion, consultation, les besoins ont commencé à sortir, puis la vision aussi de la communauté. Et de là, on a commencé à monter le projet pour pouvoir chercher les ressources nécessaires pour la faire vivre. Oui, les membres ont été impliqués dès du début dans la vision. C'était vraiment un besoin qui était nommé par la communauté, les membres autochtones de la région, le conseil d'administration qui est à 100% autochtone aussi, a mené puis a chapeauté ce projet tout le long. Alors vraiment, c'est peut pas être plus pour et par là, de notre cas. Puis c'est quelque chose qui était vraiment porté par plusieurs différents membres de la communauté à travers des années. On a 26 logements transitoires. On a un réserve de 39 places en CPE. On a un espace de petite enfance. On a toutes des salles de location aussi, où est-ce qu'on peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Un espace culturel, un boutique, un café. Alors, c'est vraiment très varié, l'offre qui va être là, avec des cliniques aussi en santé. Alors, c'est
puis aussi des services aussi en employabilité, puis de reconnaissance culturelle aussi. Et nous, à la Ville de Saint-Charles-Borromée, on a cette notion-là de partage et de transfert de connaissances entre les aînés, les jeunes, mais aussi avec les autres donc communautés autochtones, mais aussi les immigrants économiques. Et on a un comité interculturel qu'on a mis sur pied récemment qui permet justement de faire ces ponts-là. Et ça entre vraiment dans la mission, le nouveau centre d'amitié autochtone dans ce sens-là. Puis ça permet de continuer de donner plus de services aussi sur place. Étant dans le pôle santé, pour nous, c'était une priorité. Bien, je pense que c'est en invitant leur population justement à venir visiter le centre d'amitié autochtone parce que oui, on va donner plus de services sur place, mais c'est aussi un endroit où il va y avoir de l'interprétation, il va y avoir du culturel, de l'alimentaire, donc pour découvrir aussi ces communautés-là. Alors, ça va être aux gens vraiment de se déplacer puis aller aussi vers ces communautés. Puis le centre d'amitié autochtone va être là pour ça, puis je pense que ça, c'est fantastique et que ce soit chez nous surtout. Plus de 1000 personnes se sont réunies à l'Assomption pour l'inauguration de la place Carl-Tremblay en hommage au chanteur des Cowboys fringants. La soirée empreinte de joie et d'émotion a notamment été marquée par des prestations musicales, un mur hommage composé de cravates ainsi que la projection du film concert événement. On écoute le reportage. C'est une belle soirée hommage à Carl Tremblay. La Ville d'Assomption a décidé il y a maintenant 2 ans et demi, lors de son décès, de lui dédier un espace public qui est en réflexion depuis quelques années. Et comme Carl avait même participé à la réflexion sur ce que devrait être une belle place publique pour recevoir des artistes, pour recevoir des gens, pour faire des belles fêtes comme Carl l'aimait. Alors, à son décès, on a décidé de nommer cette place-là en son nom. Bien, je pense que de se regrouper autour d'un grand Québécois, d'un grand chanteur de la francophonie, d'un grand groupe qui sont les Cowboys fringants. Carl, c'est un assomptionniste. Il est impliqué dans sa communauté, il était disponible, il était dans nos activités. Tout le monde a gardé un lien très cher avec lui. Alors, je pense que ce soir, les gens sont à la fois heureux et à la fois un peu émotifs de se rassembler autour de lui, à sa mémoire. Puis tous les événements qu'on va vivre ce soir, c'est justement fait pour nous rappeler des beaux souvenirs avec Carl. À la toute fin, on va diffuser le film du dernier spectacle qui a été enregistré au Centre Vidéotron. Donc, on va voir les Cowboys fringants en chanson puis en spectacle ce soir. Bien, c'est clair qu'on a fait affaire à des spécialistes. Hein? Créer une place publique, c'est mais créer une place hommage, c'est une autre chose. Alors, on a travaillé avec beaucoup d'architectes qui avaient déjà créé des espaces publics, qui avaient déjà rendu des hommages à des personnes importantes. Et ces gens-là ont fait des focus group. Donc, on a rencontré des fans pour leur parler qu'est-ce que Carl leur générait comme émotion, qu'est-ce qu'il leur rappelait. L'idée de la cravate, le mur de cravate qu'on voit derrière moi pour laisser notre propre cravate en hommage à Carl, bien ça, c'est l'idée des fans de faire ça. Ensuite de ça, il y a différents endroits sur la place publique où on peut voir les paroles des chansons, où on peut voir chaque kilo, c'est un album des Cowboys fringants. Donc, les gens qui vont venir déambuler ici, ça va rappeler une foule de souvenirs pour se rendre vers la forêt magique en arrière, si vous voulez, où on a planté 20 arbres. On sait que Carl aimait les arbres. Donc, c'est une forêt urbaine qu'on crée. Et chaque arbre, on a attitré un code QR qui va déclencher une chanson qui a été choisie par les Cowboys fringants. Donc, déjà, notre fête nationale va se faire ici. Ensuite, la semaine suivante, on a un grand festival qui dure 3 jours qui s'appelle Cultura. Ça va se dérouler dans notre centre-ville. Donc, il y a d'autres événements, d'autres festivals qui vont être organisés par le Théâtre Hector Charland qui s'en viennent aussi, plein de belles surprises. Fait qu'on veut que ce soit un lieu de rassemblement puis un lieu très festif en l'honneur de Carl. Je suis fan des Cowboys fringants depuis mes 16 ans. Fait que pour moi, c'est très important. Ça a traversé les générations. Mes enfants ont été élevés avec ma musique des Cowboys tout le temps dans l'auto. Fait que Carl, tu sais, j'étais là quand c'était son décès, qu'on était ici à la même place. Donc, c'est important aujourd'hui pour moi d'être ici. J'étais allé à Saint-Jean sur mon golfière quand il avait chanté. J'étais allé à ses funérailles au Centre Bell. Puis là, je suis venu ici, c'est comme un tour du chapeau. Je trouve que c'est important de venir souligner son départ. C'est comme un petit clin d'œil qu'on lui fait, j'aime bien ça. Avec mes enfants, on écoute des chansons sur YouTube, dans l'auto, à tous les jours. Ça en fait partie de notre quotidien. On les écoute souvent encore. Ils restent longtemps dans notre cœur encore. Carl, c'était un artiste exceptionnel. Il savait comment animer une foule. Il savait comment raconter des histoires, des belles histoires. Et bien, c'est une fierté de dire que tout a commencé près d'ici, dans un vestiaire au hockey à Repentigny. Et ça s'est poursuivi. Marie-Annick, Carl, même Jean-François ont décidé de s'établir ici, à l'Assomption. Quelle fierté pour tous nous autres d'avoir ce grand groupe, ce grand Carl qui fait partie
de l'Assomption. Carl me disait souvent, tu sais, Marie, on va tous mourir un jour, mais en attendant, on est vivant. Puis pour ça, j'espère que la place Carl Tremblay, qui porte son nom, soit un endroit extrêmement vivant. Une place remplie de belles rencontres, de découvertes culturelles, parce que les Cowboys, on tient beaucoup à la culture et que les artistes puissent se promouvoir dans un lieu comme celui-ci. Mais ce qui fait vraiment un grand homme, c'est, je pense, c'est ce qu'il est dans la vie de tous les jours. Pour avoir côtoyé Carl, c'était juste une bonne personne. Puis je pense que sa grandeur réside vraiment encore plus là que dans tout ce qu'il a accompli professionnellement. Fait que merci beaucoup à la Ville d'Assomption, mais je pense que Carl aurait mérité une place Carl Tremblay dans toutes les villes où on a joué au Québec. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. En 1996, on a fait dans la vieille chapelle du Collège d'Assomption. Dans les années suivantes, on a fait plusieurs super spectacles à la salle Hector Charland. Et là, il y a une nouvelle scène, un nouvel endroit pour se rassembler, pour célébrer les chansons des Cowboys fringants. Donc, c'est vraiment un bel honneur. Puis je pense que c'est dans le sentiment de la musique aussi. C'est le partage, c'est cette culture-là. C'est la musique qui nous fait vibrer. Alors, une place de plus pour faire grandir la culture du Québec. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à la Ville de l'Assomption. Un dernier merci très senti, évidemment, à Carl. Cette place-là, elle est pour toi. Et peut-être qu'ensemble, on peut juste lancer en coup de son de finale un grand merci, Carl, à 1, 2, 3, go. Merci, Carl! La Ville de Terrebonne dresse un bilan très positif du Tour de silence 2026 tenu le 20 mai dernier au Parc des Vignobles. Près de 300 cyclistes ont participé à l'événement, un record sur le territoire et la plus forte participation au Québec cette année. Sous le thème « Ensemble pour des routes sécuritaires », les participants ont roulé en mémoire des cyclistes décédés sur les routes, tout en rappelant l'importance du partage de la route et du respect entre tous les usagers. Du côté du carrefour familial des Moulins, ils ont officiellement inauguré leur nouvelle maison le 21 mai dernier, une étape importante pour les familles de la communauté. Ce nouveau lieu se veut vivant et accueillant afin d'offrir aux familles un milieu pensé pour répondre à leurs besoins. TVRM était présente lors du dévoilement. Voici tous les détails. L'enjeu premier, c'est qu'on ne pouvait pas renouveler le bail d'où est-ce qu'on était avant, de nos anciens locaux. Alors, on a dû se relocaliser. C'était ça le but. Et puis, l'enjeu majeur, c'était de trouver un endroit avec nos fonds qui sont aussi limités. Quand on a fait l'acquisition du bâtiment, c'est sûr que l'enjeu majeur a été la découverte d'amiante. Alors, ça l'a fait naturellement grimper les coûts. On a dû vraiment tout défaire, décontaminer. C'est certain que ça nous a permis, par contre, de vraiment aménager les locaux selon nos besoins, parce qu'il y avait seulement que la carcasse de l'immeuble maintenant qui était là. Ça nous a permis vraiment de faire les plans pour les besoins des familles. Dans le fond, on a pris possession du bâtiment en avril 2025. Dans le fond, la décontamination s'est faite en juin parce qu'avant d'avoir les permis et tout ça. Et on est rentré dans le bâtiment en janvier cette année. 2026. Fait que ça s'est fait vraiment vite. Alors, on retrouve des salles de formation, de rencontres qu'on a. On a une halte garderie. On a une jujutech qui est sous le même principe qu'une bibliothèque, sauf que c'est le prêt de jeux et jouets. On a des bureaux. On a une belle grande cuisine qui sert à nos cuisines avec nos tout-petits parents-enfants. On a vraiment des beaux locaux chaleureux, très conviviaux, très aussi aménagés pour créer un milieu de vie où est-ce que les parents viennent pas juste faire quelque chose, ils viennent participer, contribuer au milieu, contribuer à briser leur isolement, à voir d'autres parents. Puis nous, bien, ça nous permet, en étant convivial comme ça, puis être prêt de pouvoir les rencontrer et côtoyer les parents tout le temps. Là. C'est vraiment, c'est ça notre but. Là. La chose qui est vraiment nouveau, c'est que c'est plus petit, parce qu'on avait 5000 quelques pieds carrés à l'ancien endroit. Et maintenant, on a 4200 pieds carrés. Fait que c'est sûr qu'on a dû réduire beaucoup la superficie des locaux, mais on a surtout réduit les bureaux. On est allé vraiment plus dans l'administratif pour garder quand même les pièces qui sont utiles pour les familles presque aux mêmes grandeurs qu'on avait avant. Et puis, c'est ça. On est
propriétaire. C'est vraiment ça la grosse différence. C'est à nous, fait qu'on n'est plus à risque d'éviction maintenant. On peut vivre chez nous puis faire ce qu'on a envie de faire dans les nouveaux locaux. Éventuellement, mon souhait, ce serait d'être capable de prendre le garage, parce qu'on a un grand garage sur le terrain, et puis de l'utiliser pour mettre notre Jujutech à l'intérieur, d'avoir une petite penderie pour les parents qui puissent venir porter des vêtements, échanger des vêtements pour les enfants, vraiment là, pour les familles. Fait que c'est ça mon prochain projet. C'est 2192 personnes qui ont eu leur carte de membre est encore à jour au 1er avril. Dans le fond, nous, comme on est une maison de la famille et un centre de ressources périnatales, on commence en prénatal, puis on va, dans le fond, jusqu'à l'adolescence. Donc, on a plein de services pour la famille avant la naissance de bébé. Ça peut être des rencontres prénatales, yoga prénatal. Ensuite, suite à la naissance, on a des activités parents-enfants, parents-bébés. On a beaucoup d'activités dans le 2 à 5 ans, parce que c'est un âge où est-ce que les enfants, justement, ne sont pas encore à l'école. Mini-bouffe, parcours moteur. On a une Jujutech aussi et on offre du répit à domicile via le service de relevailles. Un des témoignages qui revient souvent, c'est que les gens ont l'impression d'avoir trouvé leur village, de ne plus être tout seul à élever leurs enfants, de sentir qu'il y a d'autres parents qui vivent la même réalité qu'eux, puis de pouvoir échanger entre eux, de vivre ça en groupe, d'obtenir du soutien de leur père aussi. Notre programmation d'été va être lancée. C'est une programmation un petit peu plus allégée avec des activités spontanées, moins des séries d'activités, mais plutôt des activités en une seule séance. Là. Donc ça sort tout bientôt. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Le service de police de Terrebonne a tenu sa 18e soirée de reconnaissance des policiers au Théâtre du Vieux-Terrebonne. L'événement a permis de souligner l'engagement des membres du service, notamment les départs à la retraite, les années de service, les promotions et la sermentation de 18 nouveaux policiers. Plusieurs mentions d'honneur ont aussi été remises. De retour à l'Assomption maintenant. C'est un coup d'envoi du projet résidentiel locatif Riban à l'entrée de la ville. Le développement prévoit la construction de 335 unités locatives réparties dans 5 bâtiments de 5 étages. Réalisé en plusieurs phases, le projet vise à bonifier l'offre résidentielle locale tout en créant un nouveau milieu de vie près des commerces et des services. TVRM a assisté à la pelletée de terre. Voici le topo. Le projet, c'est 5 bâtiments. C'est un projet intégré qui va se construire en 3 phases. Chaque bâtiment va avoir plus ou moins 60 unités. On essaie de garder une communauté quand même petite, mais un grand regroupement. Évidemment, comme tous ces bâtiments-là vont être autour de la place des Flécheuses avec le parc des Sœurs-Gagnon, mais ce projet-là, il s'installe sur un garage souterrain qui va communiquer dans toutes les phases. Puis chacun va avoir un stationnement intérieur avec un stationnement vélo intérieur. Puis le reste des places excédentaires vont être de part et d'autre des bâtiments, comme à la limite du terrain. Le terrain va être, dans le fond, planté. Donc, dans une couple d'années, on va avoir une superbe canopée comme le boulevard de l'Assomption. C'est ce qu'on souhaite. Tout notre projet est pensé avec beaucoup d'espaces verts. On a un architecte de paysage, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, qui a fait un travail extraordinaire avec une ruelle partagée, avec des espaces d'entraînement, des jardins qui vont être un peu partout dans le projet. Puis on va avoir des logements qui sont du studio, 3,5, 4,5, 5,5. Il va y avoir des projets, des logements abordables, des logements accessibles, du logement social. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est construire une communauté, puis une communauté qui est aussi forte que la communauté que j'ai rencontrée ici même à l'Assomption. C'est ça qu'on souhaite. On a fait un accent vraiment sur les espaces extérieurs. Donc, on a une grande piscine avec une plage. On a un jeu de pétanque.
On a des jardins en bac pour l'agriculture, pour ce beau passé agricole de l'Assomption. On a aussi, comme je vous disais, une ruelle partagée où est-ce qu'on va avoir des équipements sportifs extérieurs. C'est tout ça qu'on a dans la tête. C'est toute cette histoire-là que ça fait plus que 4 ans qu'on se raconte, puis qu'on veut à terme, dans le fond, que ça représente tout un univers, un milieu de vie pour que tout le monde se sente bien puis trouve sa place dans le projet de Riban. Vous savez, le 28 janvier 2016, le ministère de la Culture a reconnu ce savoir-faire du fléché comme patrimoine immatériel. Et aujourd'hui, ce fil historique est assuré par d'autres engagements, d'autres investissements, comme le projet Riban qui nous rassemble aujourd'hui. La ceinture fléchée est un symbole de transmission, de lien, d'identité. Et Riban prolonge cet héritage dans un nouveau milieu de vie. Le projet va être construit autour de la rue des Flécheuses. Encore une fois, un hommage à notre patrimoine, à notre passé. Puis une autre très belle sensibilité que les promoteurs ont apportée, c'est celle de considérer l'intégration de logements abordables. C'est une préoccupation pour nos sociétés, c'est une préoccupation pour les gens aussi ici à l'Assomption, de s'assurer que chacun ait accès à un milieu de vie qui est adéquat, qui est pertinent, qui favorise justement l'épanouissement. À quelques mois des élections provinciales, Lanaudière et les Laurentides unissent leurs voix pour défendre leurs intérêts communs. La table des préfets de Lanaudière et le Conseil des préfets et des élus des Laurentides ont annoncé une alliance interrégionale afin de faire valoir leurs priorités auprès du gouvernement du Québec et des formations politiques. Désormais, les citoyens de Terrebonne ont accès au service gratuit de collecte à domicile de GoRecyc pour leurs appareils réfrigérants et de climatisation. Depuis le 18 mai, les frigos, congélateurs, climatiseurs et autres appareils admissibles peuvent être récupérés directement à la maison. Ce service sert à faciliter le recyclage conforme des appareils tout en réduisant les impacts environnementaux. On va pouvoir écouter Jules Foisy-Lapointe, directeur général de GoRecyc, à ce sujet. GoRecyc, c'est un organisme sans but lucratif qui opère partout au Québec, qui est responsable du recyclage, de la récupération et de la collecte d'appareils ménagers. Donc, on fait affaire avec pas loin de 700 points de collecte partout au Québec et on est reconnu par Recyc Québec. On est encadré par ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, qui est une réglementation qui existe depuis plus de 20 ans au Québec. Depuis 2021, GoRecyc travaille déjà avec différents services, donc d'éco-centres. On travaille très, très proche avec les municipalités, en partenariat avec les municipalités. On est très chanceux d'avoir cette très bonne relation-là avec les villes, dont la région des Moulins, avec la ville de Terrebonne, entre autres. Mais on fait aussi des services de collecte à la porte avec achat. Donc, on a près de 300 détaillants qui offrent un service de collecte à la porte. Donc, on a travaillé à identifier des municipalités pour lesquelles les besoins étaient plus criants et qui voulaient être des partenaires importants en termes de communication de nos services auprès des citoyens. Il faut savoir que la problématique principale qu'on a, c'est que les gens au Québec, c'est vraiment particulier au Québec, on est habitué d'abandonner nos appareils en bord de rue. Donc, on a un frigo, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on va le laisser en bord de rue parce qu'il y a quelqu'un qui le prend. On fait beaucoup de gestes pour l'environnement au quotidien. Véhicules électriques, transport en commun, utiliser des pailles en carton, être vegan, ce genre de choses-là. Bon, on n'a pas besoin d'être parfait, tout le monde, là, mais on fait quand même beaucoup d'efforts. Juste rapporter un frigo, là, c'est l'équivalent d'utiliser 600 000 pailles de carton. Donc, c'est hyper impactant. C'est l'équivalent d'être pendant 4 ans vegan. Donc, c'est un geste qui n'est pas anodin. Les gens sont habitués de ramener leurs matériaux de construction à l'éco-centre, ramener d'autres produits à l'éco-centre, leur pot de peinture. C'est oui, évidemment, ça prend des bras, ça prend quelqu'un, mais ça a un impact important. Nous, on va valoriser pas loin de 95% de l'appareil. Donc, il y a moins de 5% de la matière, là, du déchet, finalement, qui va être enfoui. Tout le reste va être valorisé. Premièrement, le meilleur moyen d'utiliser nos services, de trouver les bons services dans votre région, c'est toujours de consulter le site web de gorecyc.com. Pour entrer votre code postal, le service de collecte dans votre région est identifié, qu'importe la région, que ce soit des éco-centres, les services de collecte à la porte qui sont offerts par GoRecyc gratuitement, ou également les détaillants qui offrent le service
de collecte avec l'achat. Souvent, la population plus âgée, en fait, est beaucoup plus sensibilisée. Puis on mesure ça, entre autres, d'ailleurs, et souvent utilise beaucoup plus les services, justement, de détaillants. Donc, lorsqu'ils changent l'appareil, souvent vont s'en occuper. Bon, parfait, il n'y a pas de problème, c'est une logique relativement simple. Donc, ça se passe très bien de ce côté-là. Je dirais que ce qui serait intéressant, c'est d'en parler aux petits-enfants, aux enfants, parce qu'on voit en fait une plus grosse difficulté justement avec les jeunes, en fait, de rejoindre les jeunes. Ils le sont très sensibilisés, mais ne sont pas nécessairement conscients autant de l'impact environnemental, des fois, d'un geste comme celui-là. Donc, on parle vraiment d'appareils réfrigérants et climatisés. Donc, réfrigérateur, petit ou grand, congélateur, petit ou grand, tombeau, réfrigérateur, il n'y a pas de problème. Cellier, tout ce qui est refroidisseur à vin, c'est un petit frigo, c'est la même chose. Donc, ça aussi, c'est visé. Distributeur d'eau, donc refroidisseur à eau, distributeur d'eau, tout ce qui est sur pied, en fait, c'est visé, donc on va s'en occuper. Les aires climatisées mobiles et de fenêtres, donc sur roulette, branchable, ça, c'est visé également. Déshumidificateurs également, on n'y pense pas souvent, mais des humidificateurs ont un échange également de température. Donc, il y a également des hydrocarbures à l'intérieur de ces appareils-là. Et qu'est-ce qui se passe avec ces appareils-là une fois qu'on les a ramassés? Bien, déjà, la procédure pour le service de collecte à la porte est relativement simple. Donc, une fois que vous avez fait votre demande de collecte, vous allez avoir une date. Hein? Donc, c'est des dates réservées d'avance. Et vous devez attendre la journée de la collecte pour sortir votre appareil. C'est très, 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 très important pour qu'il ne se fasse pas voler. Le jour de la collecte, il doit être sorti de la résidence, il doit être mis en bord de maison, qu'on appelle, donc pas en bord de rue, en bord de maison. Il doit être identifié au nom de vos recycles et il doit être également sécurisé. Tout le recyclage des appareils est fait au Québec. On a 6 recycleurs et on a la seule usine en Amérique du Nord qui a la capacité de traiter ce qu'on appelle les mousses isolantes, justement, des réfrigérateurs. Donc, c'est à Bécancour. Ça va être traité par une usine qui s'appelle Pursfera. Mais sinon, tous les autres appareils vont se faire en démantèlement, entre autres avec de l'économie sociale. C'est ce qui complète votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube ou même vous abonner à notre infolette, afin de voir ou de revoir nos émissions. Merci.